Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce webinaire sur la thématique de l'entrée dans l'emploi des personnes sourdes et malentendantes, organisé par Surdie Info Service. Donc, ce webinaire a été rendu possible grâce au soutien de la DGCS, de notre mécène, Malakoff Humanis, et de la Fondation OVE. Je vais remercier aussi tous les intervenants qui vont enrichir nos débats pour ce webinaire. Donc, ce webinaire, nous l'avons appelé l'entrée dans l'emploi des personnes sourdes et malentendantes. Quelles spécificités, quelles solutions, vers qui se tourner? Alors, ce webinaire, il va se dérouler sous une forme de table ronde avec des témoignages, des participations de professionnels et de membres associatifs, et à la fin, une partie questions-réponses. Donc, vous pourrez poser vos questions et nos intervenants pourront y répondre selon leurs compétences. Alors, juste pour rappeler les bonnes pratiques de notre webinaire. Donc, en fait, les micros et caméras sont coupés pour tout le monde. Lorsque les intervenants prennent la parole, ils ouvrent leur micro. Dès qu'ils ont terminé, ils coupent leur micro. Et puis les questions, donc toutes les personnes qui souhaitent poser des questions, vous les écrivez dans le chat et nous pourrons à la fin reprendre ces questions et vous donner les réponses. Après le webinaire, nous allons rédiger un document qui reprendra les éléments saillants de ce webinaire et du coup, vous pourrez aussi, nous pourrons vous les envoyer et vous pourrez avoir les supports des présentations qui auront été faites. Donc, ce webinaire va se dérouler en 4 temps forts, 4 parties. Donc, une première partie sur l'entrée dans l'emploi avec, comme nous avons l'habitude de le faire quand nous faisons nos webinaires, c'est nous commençons par des témoignages de personnes concernées. Donc là, vous aurez 2 témoignages. Puis ensuite, on fera un bref état des lieux de l'emploi des personnes en situation de handicap et de manière plus spécifique des personnes sourdes et malentendantes. Une deuxième partie reprendra la recherche d'emploi en pratique. Une troisième partie sur les études supérieures. Et enfin, la dernière partie sur la RQTH, donc reconnaissance pour les travailleurs handicapés, et dire son handicap. Donc, je vous propose de commencer tout de suite le webinaire avec des témoignages, donc témoignages de deux personnes sourdes, Richard Nombalet et Clémentine Hautquiette. Bonjour, je m'appelle Richard Namballet. Donc, je suis cadre dans le médico-social depuis maintenant plus de 10 ans. J'étais enseignant spécialisé au départ et donc j'ai une expérience de forcepreneur avec l'envie à un milieu de carrière et d'évoluer vers des postes à responsabilité. Donc, j'ai fait une formation de directeur d'établissement, j'ai une expérience de manager. Néanmoins, comment j'ai appréhendé mon évolution dans mes CV, donc j'ai adapté à fonction des usages, j'ai mis clairement que j'étais en situation de handicap dans mes CV. Pourquoi? Parce que la conviction est de plus en plus, après des difficultés quand même, à chercher d'autres opportunités professionnelles, qu'on ne cherche pas tant un travail, un poste, qu'un partenaire ou un environnement qui est inclusif et qui est ouvert à l'inclusion des personnes en situation de handicap. Je dois dire quand même que j'ai réalisé à 45 ans que malgré un CV, des compétences, des expériences positives, le plafond de verre, il est là. Hein. Donc, comme pour les femmes, les étrangers, il y a des barrières et ça a été quand même une grande déception. Donc, il faut travailler sur cette déception, personnellement avec soi-même, pour remonter la pente après avoir envoyé des centaines de CV, raconter, faire plusieurs entretiens, et sélectionner parfois en sortie-liste et ne jamais être pris. Voilà. Donc, de ce point de vue, ça a été un grand ébranlement. Voilà. Mais finalement, on apprend à savoir mieux qui on veut, ce qu'on veut, qui on veut, et finalement à lâcher prise sur ce qui n'est pas important. Je me suis rendu compte quand même qu'un entretien professionnel, lors des recrutements, on attendait quand même de nous de ne pas poser problème. Le handicap en France n'est pas encore vu comme une plus-value, clairement.
sauf peut-être avec des personnes qui ont une ouverture d'esprit incroyable. Il faut montrer qu'on est de bon, il faut montrer qu'on est autonome, il faut montrer qu'on se débrouille avec des applications technologiques, téléphone, avec sous-titrage. Voilà, il ne faut pas poser des questions sur la politique handicap. On sent que ça bloque. Les gens ne veulent pas en entendre parler. Ils cherchent d'abord quelqu'un que opérationnel, efficace, et le reste, ils ne veulent pas en entendre parler. Donc ça, c'est quand même une déception, voilà. Je me disais que mon handicap pouvait être une plus-value. Ça l'est dans le discours officiel, mais dans la décision de recrutement à CV égaux, on est toujours en deuxième ou troisième position. Et puis, dans cette phase, je me suis inscrit dans des réseaux de professionnels d'adultes sourds. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que je te raconte que d'autres ont galéré, donc on se sent moins seul. On partage des astuces, par exemple, l'un a décidé de se faire aider par un coach, l'autre de faire un concours d'éloquence en tant que fonctionnaire avec compte candidatant sur les postes de direction d'établissement. J'avais donc un schéma assez précis. Du coup, il suffisait d'identifier les employeurs possibles ou les postes et de candidater. Donc, je ne suis pas passé par Pôle emploi, ni Cap emploi. Et j'avoue que peut-être ça aurait pu m'aider, mais je ne sais pas. C'est la grande question. Je n'ai pas vu effectivement d'intérêt, puisque j'avais eu une petite formation, voilà, et puis j'avais été déjà dans un réseau installé. Mais je me dis qu'après, peut-être que parfois, il faut sortir du réseau qu'on s'est construit pour peut-être avoir d'autres opportunités. Bonjour, je m'appelle Clémentine, j'ai 23 ans et je suis sourde de naissance. J'ai été implantée à l'âge de 3 ans, à peu près. J'ai suivi une scolarité en milieu ordinaire. Donc, j'étais en primaire, enfin en maternelle d'abord, en primaire, au collège, puis au lycée de manière assez classique. Je n'ai pas eu d'aménagement spécifique pendant mes études parce que je me mettais toujours au premier rang, que je faisais répéter les professeurs et ça se passait assez bien parce que les professeurs sont assez attentifs à ça. Ensuite, j'avais demandé un preneur de notes aussi parce que je m'étais dit pourquoi pas, vu que je n'en ai jamais demandé, pourquoi pas quand même à l'université. Je trouvais que c'était pas forcément je trouvais que c'était une aide qui était quand même assez utile. Et c'est vrai que j'étais très déçue par les preneurs de notes et puis par la mission handicap de l'université parce que les preneurs de notes sont des élèves donc qui sont rémunérés pour leur prise de notes et pas des professionnels. Donc ils ne savent pas forcément comment prendre des notes. Ce sont des notes d'étudiants normaux, donc pas forcément les meilleurs de la classe non plus. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Donc j'ai compté uniquement sur mes notes personnelles. Mais ça s'est bien passé, j'ai eu ma licence. Quand ça se passe bien, on se dit qu'on n'en a pas besoin. Par exemple, quand j'ai demandé des prises de notes, au départ, on m'a dit que pourquoi? Enfin, on m'a vraiment demandé pourquoi, à quoi ça va vous servir, pourquoi vous en avez besoin, alors que j'avais vraiment mon papier qui stipulait que j'étais sourde, mais ça semblait un peu absurde parce que je n'ai pas de parce que j'avais pas de problème physique qui se voyait. Ça pouvait sembler bête et peut-être même un peu profiteur. Et ça m'a fait culpabiliser aussi d'avoir demandé cette prise de notes parce que je me suis dit est-ce que j'en profite pas? Est-ce que j'en profite pas un peu trop alors que je l'avais jamais demandé avant et la demander juste à l'université, je trouvais pas que ça soit aberrant. Et en fait, je me suis posé des questions sur moi-même avant de me dire qu'en fait, c'était ridicule, que j'avais pas prouvé que j'en avais besoin parce que c'était comme ça. J'ai ensuite intégré un master de communication à l'université Panthéon-Assas. Tout s'est bien passé aussi en TD ou en amphithéâtre. Pendant ce master, il a fallu que je fasse un apprentissage. Donc, j'ai intégré le service d'information et de communication et de relations publiques de l'armée de terre pour la durée d'1 an. Dans ce service, je devais réaliser des reportages, partir dans les régiments de l'armée de terre pour interviewer du coup chaque régiment ou chaque personne en fonction des thématiques abordées.
Je n'ai pas eu d'aménagement spécifique. On m'a donné un téléphone portable. Par contre, pour passer mes appels, comme ça, j'ai pu installer une petite application dessus qui me permet d'entendre en Bluetooth directement et donc de mieux entendre les appels téléphoniques. Et c'est une super application. Elle est hyper facile, hyper simple à utiliser et elle fonctionne très très bien. C'est la seule aide qui ait jamais vraiment fonctionné, je trouve, et ça a révolutionné ma vie pour écouter des podcasts, pour téléphoner, pour écouter de la musique. Enfin, c'est super. Et donc, pour cet apprentissage, la difficulté, c'était d'arriver dans un milieu que je ne connais pas, de parler toute la journée avec des gens que je ne connais pas, qui n'ont pas forcément des tonalités de voix très faciles à comprendre. Et c'est d'autant plus difficile que j'étais la seule civile dans un milieu militaire avec des personnes souvent plus âgées. Et je devais diriger une équipe image. Et c'est vrai qu'il faut savoir s'imposer, même quand on n'entend pas exactement ce qui se passe. Il ne faut pas hésiter à demander à répéter. Il faut savoir exprimer ce dont on a besoin sur le moment. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément la chose la plus facile du monde. Dire est-ce que vous pouvez me réexpliquer je n'ai pas bien compris. Qui est cette personne parce que vous n'avez pas entendu la présentation pour comment ça s'est passé l'intégration dans l'apprentissage. Quand j'ai intégré, alors j'ai dû passer un entretien pour mon apprentissage. Et pendant cet entretien, c'est vrai que au départ, je n'ai pas expliqué que j'étais malentendante. J'ai dit à la fin de l'entretien pourquoi ? Parce que je ne voulais pas que dès le début, on me réduise simplement à ça. Je voulais qu'on voit d'abord mon parcours d'avant et éventuellement les compétences que j'avais et qu'on me juge là-dessus. Et ensuite seulement, je complète en expliquant que je suis sourde et qu'il y a peut-être des aménagements à faire, que j'aurais peut-être besoin d'aide. Et peut-être que non aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a des aides qu'on est obligé de les utiliser, qu'on en a besoin, ça dépend vraiment des cas de chacun. Mais c'est vrai que j'ai voulu être honnête et le dire pendant l'entretien, mais une fois qu'ils avaient déjà une première image de moi, et ils m'ont expliqué que ça les dérangeait pas du tout, qu'ils voyaient que ça se passait bien, et que si aménagement il y avait, on les ferait parce que c'est normal. Merci donc effectivement à nos deux témoins pour leur témoignage donc sur leur entrée dans le monde du travail. Alors, maintenant, je vais vous proposer une vision plus globale donc de l'emploi auprès des personnes en situation de handicap. Donc, quelques chiffres tout d'abord, basés sur une étude, sur une enquête de l'INSEE qui date de 2020, qui montre que le taux d'emploi des personnes, on va dire de toutes les personnes, est de 65%, alors que celui des personnes en situation de handicap n'est que de 36%. Le taux de chômage aussi est beaucoup plus important chez les personnes en situation de handicap, 14%, alors qu'il est de 8% pour les personnes, on va dire, pour la population globale. Le nombre de demandeurs d'emploi de personnes en situation de handicap commence à diminuer. Il diminue à partir de 2019. Donc en 2017, il était d'un peu plus de 496 000 personnes. Il y en avait 513 000 en 2018. Puis en 2020, on est à 476 853. Donc, seuls 20% de personnes en situation de handicap ont besoin d'aménagement de leur poste de travail et 80% des salariés en situation de handicap travaillent en milieu ordinaire. Donc, l'État, notamment sur les dernières années, a créé de nombreux dispositifs pour justement soutenir le recrutement et le maintien dans l'emploi de personnes tout en essayant de changer le regard sur le handicap. Donc là, je vais m'appuyer sur une étude, enfin sur des documents qui sont issus du ministère, donc qui datent de mai 2021. Donc l'État a développé, pour accompagner l'emploi des personnes en situation de handicap, il a développé 4 axes. Le premier axe, c'est sensibiliser et accompagner les employeurs à être plus inclusifs, avec la création, par exemple, de référents handicap,
qui sont obligatoires dans les entreprises de plus de 250 personnes. La création aussi de duo-day. Donc, en 2021, c'est 17 000 duos, 9 110 employeurs et 1 700 opportunités professionnelles qui ont vu le jour. Donc, opportunités professionnelles, c'est soit une promesse d'embauche, soit une promesse de stage. Il y a aussi en 2021 Alternance duo-day qui a été créée. Donc là, ce sont des webinaires sur une période avec un peu plus de 3000 participants au webinaire pour l'année 2021 et un peu plus de 1000 mises en relation. Et la création, enfin, d'un baromètre emploi-handicap. Donc ça, c'est là le premier axe. Le deuxième axe, ça a été d'améliorer la formation pour favoriser le recrutement des travailleurs en situation de handicap. Donc, dans les centres de formation d'apprentis, maintenant, un référent handicap doit être présent, ce qui correspond à peu près à 930 personnes. Et il y a eu le développement de CDD tremplin. Donc, en 2022, les derniers chiffres que j'ai pu me procurer montrent que 2244 salariés ont un CDD tremplin et il y a 411 entreprises adaptées qui sont habilitées à proposer des CDD tremplin. Le troisième axe, c'est mobiliser l'emploi accompagné pour sécuriser l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Donc là, il y a le dispositif emploi accompagné qui permet la mobilisation au sein de l'entreprise, par exemple, d'un job coach. En 2022, 6500 personnes accompagnées en ont profité, et ce qui est important puisqu'il y a une hausse par rapport à 2021 de 45%. Et enfin, le dernier axe, c'est faciliter l'accès à l'information pour une meilleure mobilisation des dispositifs existants. Et là, l'État a développé la plateforme numérique Mon Parcours Handicap pour faciliter l'accès à l'information des personnes en situation de handicap. Voilà, donc là, c'est, je dirais, les chiffres par rapport au handicap en général. Maintenant, on va faire un petit focus sur le handicap de surdité pour montrer qu'on a bien entendu des spécificités. Je vais d'abord me référer à une enquête Ipsos qui date de 2014, où dans cette enquête, on a demandé aux employeurs quel était le handicap qui était pour eux le plus facile ou le plus difficile à intégrer dans leur entreprise. Donc, il y avait plusieurs items proposés. Donc, une personne non-voyante, une personne en fauteuil roulant, une personne malentendante ou sourde, une personne dépressive, une personne atteinte de sclérose en plaques, une personne ayant des problèmes cardiaques, une personne atteinte de diabète. Et ben pour les employeurs, la personne malentendante ou sourde arrive en 3e position. Donc, avec une note, donc on demandait de répondre entre 1 et 10, 1 étant il est très facile d'intégrer cette personne dans l'entreprise, et 10, il est très difficile d'intégrer cette personne. Pour intégrer une personne malentendante ou sourde, on est à 6,5, donc une perception quand même de grandes difficultés, on va dire de difficultés assez importantes pour arriver à intégrer ces personnes. Donc, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui fait cette difficulté. Et là, je me suis appuyé sur le rapport de recherche du Centre d'études de l'emploi et du travail, donc qui date de mai 2022, qui est intitulé « L'emploi et l'expérience professionnelle de sourds en milieu ordinaire », donc qui est basé sur 2 études qui sont pas tout à fait récentes, une de 2008 et une autre de 1999, et qui donne 3 constats majeurs. Le premier, c'est que 60% des personnes sourdes ou malentendantes travaillent, 31 sont en inactivité et seulement 6 à 7% sont au chômage. Les actifs sont en moyenne peu diplômés et plus âgés par rapport aux autres salariés, un taux de chômage de jeunes très important, supérieur à 17%. Le deuxième constat, c'est que l'adaptation du poste de travail dépend de la position et de la personnalité des personnels ressources. Et de manière corollaire,
l'adaptation nécessite de la part des salariés une négociation continue et répétée. Et le troisième constat, c'est que les personnes sourdes et malentendantes sont plutôt positionnées dans une position d'exécutant, très souvent écartées des espaces d'information, de décision, de coordination. Donc l'étude conclut que la problématique principale de l'emploi des personnes sourdes se joue dans l'organisation des modalités de communication ordinaire au travail. Et que leur préconisation, c'est de garantir l'accès aux informations sur l'activité des personnes sourdes elles-mêmes au sein de l'entreprise et sur celle des équipes, et de prendre en compte les enjeux communicationnels de toute activité et de l'importance du langage pour et dans le travail. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie, donc la recherche d'emploi en pratique, et nous allons accueillir Monsieur Philippe Brousse de Cap Emploi, Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour à toutes et tous et merci de m'accueillir. Je suis donc le représentant des structures Cap Emploi, en l'occurrence sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais tout ce que je vais vous présenter peut être décliné au niveau national, quelle que soit votre situation géographique. Tout d'abord, une présentation du service Cap Emploi. Cap Emploi, qui est une des 3 structures du service public de l'emploi, avec Pôle emploi, les généralistes pour les tout publics, Cap Emploi, je vais y revenir, personnes en situation de handicap, et puis vous avez les missions locales qui sont plus destinées à un public jeune. Vous trouvez ces services Cap Emploi sur tous les départements. Ce sont des services qui sont bien entendu gratuits pour toutes les personnes en situation de handicap, les employeurs potentiels et les partenaires. Première précision importante, lorsqu'on dit personnes en situation de handicap, aujourd'hui, ça veut dire des personnes qui ont une reconnaissance de handicap telle que la RQTH, qui est la plus connue. Ça peut être aussi des personnes qui sont en voie d'obtenir cette reconnaissance et qui ne l'ont pas encore. On sait qu'il peut des fois y avoir des délais un petit peu longs, donc si tel est votre cas, sachez que vous pouvez contacter le Cap Emploi dès lors que vous avez fait une demande de reconnaissance, même si vous n'avez pas encore la réponse. Au niveau de l'offre de services des Cap Emploi et de tous les Cap Emploi, il y a 2 grands axes. Le premier, c'est l'accompagnement vers l'emploi, qui va consister à accompagner des personnes qui, par définition, n'ont pas d'emploi, qui en recherchent un ou qui recherchent à construire un projet professionnel ou à développer un projet de formation. Et puis, le deuxième axe, c'est l'accompagnement dans l'emploi, dont on ne parle peut-être pas assez souvent. On vient d'entendre dans les mots de Richard, mais aussi de Laurent, l'aspect évolution professionnelle qui est pas souvent accompagné. Donc, il y a bien l'insertion professionnelle, mais nous, on peut accompagner sur une évolution professionnelle, une progression dans l'entreprise ou dans une entreprise externe. Et puis, il y a dans l'accompagnement dans l'emploi, il y a le maintien en emploi qui consiste à préserver des emplois qui existent et de préserver des situations d'inaptitude. Mais je crois savoir que ce sujet sera abordé lors d'un prochain webinaire. Une petite focale donc sur l'accompagnement vers l'emploi, et notamment une nouveauté depuis début 2022 qui est l'offre d'emploi intégrée Cap Emploi et Pôle emploi. Auparavant, avant 2022, Cap Emploi accompagnait 1/3 des personnes en situation de handicap inscrites comme demandeurs d'emploi et Pôle emploi les 2 autres tiers, sans que l'on ait beaucoup d'échanges. Voilà, il y avait 2 offres de services qui étaient distinctes. Aujourd'hui, collectivement et dans un lieu unique d'accompagnement qui est l'agence de Pôle emploi, nous accompagnons ensemble 100% des demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi comme demandeurs d'emploi. Nous n'avons pas encore de données chiffrées par typologie de handicap, tout simplement puisque notre système d'information qui est commun
intègrent depuis simplement le mois de septembre ces données-là. Et donc, elles sont renseignées avec l'accord, bien entendu, des bénéficiaires pour tous les nouveaux inscrits, petit à petit, mais ça ne nous permet pas encore d'avoir une répartition par typologie de handicap. On a le statut reconnu travailleur handicapé, mais pas par typologie de handicap. Et les chiffres sont ceux que Laurent a communiqué tout à l'heure. Les dernières données fiables que l'on a sur le système d'information des seuls Cap Emploi, donc en 2020, qui vont correspondre à un tiers des demandeurs d'emploi en situation de handicap, c'était un accompagnement pour 6230 personnes avec un handicap auditif sur un total de 172 800 personnes accompagnées. Donc avec un taux de 3,6%, ça navigue entre 3,6% et 3,8% selon les années, de personnes en situation de handicap auditif parmi la totalité. Ce qui nous laisse à penser qu'il y a une frange du public en situation de handicap auditif qui n'est pas, en tout cas, accompagnée par notre réseau. Au niveau de Pôle emploi, ça peut être important pour les personnes accompagnées ou qui souhaiteraient l'être demain. On a ce que l'on nomme des teams handicap. Ces teams handicap, elles sont construites avec des conseillers Cap Emploi, des conseillers Pôle emploi dédiés au handicap, des conseillers entreprises Pôle emploi spécialisés du handicap et des psychologues du travail. Nous avons, pour ces teams handicap, 2 modalités d'accompagnement. Une première modalité qui s'appelle expert handicap, où le référent principal est le conseiller Cap Emploi. C'est destiné à des personnes ayant un fort besoin de compensation du handicap. Dans la population dont on parle aujourd'hui, surdité profonde, voilà, ça peut être des personnes qui seraient les premières concernées par cette modalité. La deuxième modalité, c'est une modalité guidée, renforcée, avec un référent principal qui est un conseiller Pôle emploi, mais référent handicap, avec l'appui des collègues de Cap Emploi, mais ponctuellement en fonction de besoins d'expertise. Et puis, bien entendu, dans la population, vous avez des personnes qui sont complètement autonomes et qui peuvent être accompagnées par un conseiller généraliste de Pôle emploi sans que la mention handicap soit un choix dans la modalité d'accompagnement. À n'importe quel moment de votre parcours, vous pouvez solliciter un entretien à 3. Donc, la personne, demandeur d'emploi, le conseiller Cap Emploi et le conseiller Pôle emploi pour faire ce qu'on appelle un entretien diagnostique, mais ça peut être fait à n'importe quel moment du parcours pour peut-être remettre les choses à plat et peut-être relancer une dynamique s'il n'y a pas beaucoup de progression dans le parcours de recherche d'emploi. Ça, c'était pour les personnes qui sont inscrites comme demandeurs d'emploi chez Pôle emploi. Dans l'offre de service des Cap Emploi, il n'est pas précisé l'obligation d'être inscrite comme demandeur d'emploi. Ça veut dire que pour des personnes qui n'auraient pas de numéro de chômage, qui n'auraient pas de numéro d'inscription, vous pouvez quand même contacter le Cap Emploi de votre région, enfin de votre département pour être précis, soit vous présenter physiquement, soit faire un mail en demandant d'être contacté, en précisant peut-être les modalités de communication les plus adaptées à votre situation. En général, important, vous trouvez une adresse officielle sur votre département, c'est la grande ville du département. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être accueilli à proximité de votre domicile, puisque les Cap Emploi se déplacent et les conseillers, et ils ont des lieux relais chez des partenaires. Voilà. Donc, même si vous voyez qu'une seule ville, que c'est un peu loin de chez vous, n'hésitez pas à contacter le service si besoin. En termes de modalités de communication, au niveau des sites Pôle emploi, chaque site est équipé donc d'une boucle à induction magnétique à disposition des déficients auditifs appareillés. Nous pouvons compter sur un dispositif qui s'appelle ADEDA, destiné à permettre l'accueil physique et téléphonique des demandeurs d'emploi
avec des handicaps auditifs. Et c'est un dispositif qui s'appuie sur des solutions techniques d'interprétariat à distance en langue des signes française, en transcription en temps réel de la parole, en langue française parlée complétée. C'est un processus qui est développé par notre partenaire prestataire qui s'appelle Helios, que certains d'entre vous doivent connaître. Un service Helios qui est accessible en téléchargeant les applications via les plateformes habituelles, Apple Store, Play Store, voilà. Si vous souhaitez contacter votre Cap Emploi directement, il est préférable de faire un mail parce que chaque équipe Cap Emploi n'est pas nécessairement équipée de la même manière. Il y en a qui sont équipés de dispositifs Axéo, d'autres Helios, voilà. Donc, vous avez toujours une boîte accueil information Cap Emploi. N'hésitez pas à la solliciter. Au niveau des aides mobilisables, alors, la population en situation de handicap auditif bénéficie de toutes les aides, notamment des aides les plus connues de l'AGFIP qui sont destinées aux personnes en situation de handicap. On fera une focale après sur la compensation auditive, mais sachez que vous avez accès à toutes ces aides en termes d'aménagement de situation de travail ou de formation, en termes de compensation du handicap, en termes d'aide à l'intégration, en termes de tutorat dans l'entreprise. Je donne que des grandes thématiques, des grands chapitres, parce qu'il y a énormément d'aides qui sont mobilisables. Et on ne va pas pouvoir les détailler tout aujourd'hui. Les aides plus spécifiques par rapport à la population avec un handicap auditif, c'est l'aide aux prothèses auditives. Donc, on est sur un financement de 850 € par prothèse auditive renouvelable tous les 4 ans. On ne peut pas les renouveler moins de 4 ans pour toute personne engagée dans un parcours professionnel. J'insiste bien sur cette dernière mention. Ce n'est pas comme un droit à la sécurité sociale qui serait ouvert pour toutes les personnes qui auraient besoin de prothèses auditives. Il faut bien faire le lien avec le parcours professionnel et la nécessité d'avoir ce dispositif de compensation pour réussir son parcours professionnel. Et les conseillers du service public et notamment des Cap Emploi sont là pour vous accompagner là-dessus. Et puis, on a tout un dispositif d'appui spécifique qui permet donc de mobiliser un expert par typologie de handicap, et il existe bien entendu des experts de handicap auditif, pour vous permettre de construire un projet professionnel, d'intégrer une entreprise ou d'être maintenu dans l'emploi. Et là, on passe d'un accompagnement de professionnels du handicap généraliste, comme nous le sommes chez Cap Emploi, à des prestations. Alors, c'est un nombre d'heures par un prestataire qui a été retenu pour son expertise. Alors, il y a de l'interprétariat, il y a de l'accompagnement sur le projet avec les moyens de communication adaptés. Voilà. Ça s'appelle les prestations d'appui spécifiques. Vous en avez sur toutes les régions. Ces différents partenaires, je vois ma collègue Nathalie qui hoche de la tête, peut-être qu'elle pourra vous en dire 2 mots, puisque je sais qu'elle est de la structure qui les développe en Auvergne-Rhône-Alpes. Pour mobiliser ces aides, vous pouvez contacter donc vos conseillers du service public de l'emploi, donc Pôle emploi, Cap Emploi, mission locale. Nous, on a l'habitude, on est dedans tout le temps, mais les collègues des autres structures sont aussi en capacité de le faire. Je vais simplement me permettre de vous donner un peu mon regard sur l'expérience qui est la mienne. Et je ne veux pas dire de conseils parce que je ne suis personne pour conseiller, mais on peut gagner beaucoup de temps lorsque vous avez préparé la rencontre par rapport à vos besoins. Et c'est quelque chose, on voit, qui est sensible, puisqu'on l'a entendu dans la bouche du témoignage de Clémentine, notamment, qui disait que ben voilà, elle n'osait pas parler de ses besoins et elle n'était pas dans une situation de recrutement, puisqu'elle était à l'université, si j'ai bien compris son message. Donc, il n'y avait pas
peut-être la peur d'une sanction, de ne pas être retenue sur un poste, et pourtant, elle avait cette réserve-là. Aujourd'hui, alors c'est peut-être malheureux, peut-être que demain, on ne sera plus obligé de formaliser ses besoins, mais aujourd'hui, ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps, d'être accueilli d'une manière plus efficace. Voilà. Je donne un exemple. Hein. J'ai cité les différents dispositifs d'accompagnement. On a fait beaucoup de progrès dans les services publics. Il y a des tablettes, il y a des appareils numériques qui sont à disposition. Sauf qu'on ne s'en sert peut-être pas tous les jours. Sauf peut-être que quand vous avez un rendez-vous, vous allez arriver, la tablette, elle ne va pas être chargée. Et ça va rajouter encore des petits freins. Donc, si par un petit mail en amont, vous pouvez préciser vos besoins en termes de compensation, vous allez gagner beaucoup de temps, les conseillers aussi, mais c'est surtout vous qui allez gagner beaucoup de temps. Et puis, j'allais dire, c'est la même chose sur vos besoins. Là, je vais parler de projets professionnels, d'anticiper les questions sur quelles sont vos envies, quelles sont vos motivations, qui êtes-vous, de quoi vous avez besoin pour être en situation optimale de formation, de travail, quelles sont vos forces, quelles sont vos difficultés, de bien préparer tout ça et de ne pas attendre une réponse qui serait peut-être toute faite et qui viendrait répondre à vos besoins parce que malheureusement, on n'est pas encore en capacité de le faire. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que je suis resté dans le périmètre de temps qui m'était imparti et je reste avec vous pour tenter de répondre à vos questions un petit peu plus tard. Si je le peux, ce sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bruce, pour tous ces éclairages et ces conseils précieux que vous avez pu nous donner. Je rajouterais juste que nous travaillons avec un partenaire qui s'appelle InfoSens et qui a créé des fiches en facile à lire et à comprendre à destination des personnes sourdes et malentendantes, dont un certain nombre sont sur la thématique de l'emploi. On reprend les missions de Cap Emploi, on reprend ce qui est la mission handicap, ce qui est la médecine du travail. Donc, ces fiches sont à retrouver sur le site d'InfoSens, donc www.infosens.fr. On peut vous l'écrire dans le chat si vous le souhaitez, mais ces fiches sont assez précieuses et très intéressantes. Pour poursuivre, nous allons accueillir maintenant Madame Lucie Cobel, directrice de développement Salon Hello Handicap, un salon de recrutement donc 100% digital, le plus grand événement national dédié à l'emploi direct des travailleurs handicapés. Je vous laisse la parole, Madame Cobel. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Merci à Pauline de m'avoir sollicité. On a eu une discussion très intéressante. Donc, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là. Hello Handicap, c'est quoi? Hello Handicap, c'est un salon de recrutement dédié à l'emploi des travailleurs handicapés et qui a la particularité, depuis sa création en 2011, d'être un salon entièrement en ligne. Alors, en fait, on a créé ce salon avec handicap.fr, que vous connaissez certainement, qui s'est engagé sur le sujet de l'emploi dès 2004. Et on s'est vite aperçu, en fait, que la rencontre physique, les salons de recrutement physique, posaient beaucoup de difficultés pour les recruteurs, mais aussi pour les candidats. On imagine pourquoi. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait créer un événement qui facilite la rencontre entre les recruteurs et les candidats en étant totalement dématérialisé. Et aujourd'hui, Hello Handicap, c'est donc devenu le plus grand événement en France dédié à l'emploi des travailleurs handicapés. Là, on prépare la prochaine édition qui a lieu du 24 au 27 octobre. On a 130 entreprises qui participent. Ça représente un peu plus de 15 000 offres d'emploi à pourvoir. Et on attend à peu près 20 000 candidats. Donc ce salon facilite énormément la rencontre, permet à des candidats de trouver leur job, de changer de job, et c'est évidemment un événement qui est le plus possible accessible. Il y a toujours évidemment des améliorations, mais ce salon a été pensé dès le départ pour être accessible au plus grand nombre et pour toutes les situations. Sur Hello Handicap, en fait, on a intégré pas mal de solutions pour passer les entretiens.
Bon, évidemment, il y a le téléphone qui est utilisé par une grande majorité de personnes. Et pour les personnes sourdes et malentendantes, on avait jusqu'à il y a 2 ans le chat. Le chat n'était pas forcément idéal, mais il permettait quand même à des personnes, et pas que des personnes sourdes ou malentendantes, ça pouvait être aussi des personnes qui avaient des difficultés de communication, d'élocution, de donc rencontrer des recruteurs et de passer des entretiens. Et en fait, on a un jour rencontré toute l'équipe de la Fondation pour l'audition, on a beaucoup discuté avec eux et ils nous ont aidés à imaginer une solution qu'on pourrait intégrer dans la plateforme et qui serait dédiée aux personnes sourdes et malentendantes pour que ce soit le plus confortable possible pour elles de passer des entretiens et aussi pour les recruteurs. Donc, on a beaucoup travaillé sur le projet et finalement, on a retenu justement la solution Helios qu'on a pu intégrer sur la plateforme depuis l'année dernière maintenant. Et aujourd'hui, les candidats qui sont concernés et qui le souhaitent peuvent accéder à plusieurs solutions de transcription et interprétariat pour les entretiens. Les recruteurs ont été très, très enthousiastes quand on leur a expliqué qu'ils pouvaient avoir accès à cette solution. Les candidats aussi concernés. Et en fait, on s'est rendu compte que, alors nous, on ne connaît pas le type de handicap des personnes qui participent à Hello Handicap, puisque de toute façon, on n'a pas à le savoir. C'est un élément qui peut être discriminant. Donc, on ne savait pas exactement combien de personnes participaient à Hello Handicap et avaient une surdité ou une malentendance. Et quand on a lancé la technologie, on a fait une petite enquête auprès des candidats. Et il y en a beaucoup qui nous ont dit, moi je suis concernée, mais je me débrouillais avec le chat. Et en fait, on s'est rendu compte que ces personnes-là se débrouillaient super bien avec ce qu'elles pouvaient trouver. Et c'est en fait assez parlant, je trouve, ça. Et c'est pas que ces personnes-là qui sont concernées, mais pour beaucoup de types de handicap, c'est parce qu'il y a des problèmes d'accessibilité, parce que l'environnement n'est pas toujours adapté, qu'on crée du handicap finalement. Et le handicap, notre souhait, c'est de faire en sorte qu'il soit le plus possible adapté pour que les personnes qui participent soient d'abord des candidats avant tout. Quel que soit leur handicap, ils sont d'abord des candidats, ils ont un parcours, ils ont des envies, ils ont des compétences, des motivations, du savoir-être, et ce sont des candidats comme n'importe quel autre. J'ai noté pas mal de choses de ce qui avait été dit avant, notamment par nos 2 témoins et puis aussi par Philippe. Et sur Hello Handicap, en fait, on constate, c'est un événement qui est devenu tellement grand aujourd'hui que c'est presque un observatoire de ce qui se passe sur le marché de l'emploi des travailleurs handicapés. Et en fait, la rencontre, elle se fait ou elle se fait pas. Elle se fait pas parce que quand elle se fait pas, c'est parce qu'il y a des obstacles qui sont parfois très difficiles à surmonter. Côté recruteur et employeur, on l'a dit tout à l'heure, et dans les 2 témoignages, on l'a entendu, c'est qu'il y a encore malheureusement beaucoup d'idées reçues. Il y a encore, malgré tous les efforts que font les entreprises avec des politiques handicap, etc., il y a encore énormément de méconnaissance, d'ignorance. Pour les recruteurs qui ne se sentent pas concernés, le handicap fait peur. On voit plutôt ce qui n'est pas possible de faire, plutôt ce qui est possible de faire. Alors, on ne leur jette pas la pierre, hein, c'est aussi parce qu'ils sont mal informés, parce qu'ils sont aussi dans la pression du business quotidien, de gérer des équipes, etc. Ils se disent, il faut aller au plus facile. Et ce qui est vraiment dommage, parce que finalement, il y a des enjeux derrière pour l'entreprise d'être plus performant, toutes les études montrent aujourd'hui que plus on intègre de la différence et de la diversité, plus l'entreprise est performante. Les enjeux d'attractivité, on est sur un marché de l'emploi aujourd'hui qui est très tendu, où il y a beaucoup de pénuries. Et pour attirer des candidats, des talents, il faut forcément aujourd'hui avoir une vraie approche d'intégration, que l'environnement de travail soit le plus adapté à toutes les situations possibles, hein, handicap ou pas. Une femme enceinte, au bout les 2 derniers mois, elle va avoir besoin d'avoir peut-être un aménagement spécifique. Donc, en fait, l'idée, c'est de faire comprendre aux employeurs que les personnes, quelles qu'elles soient, ont des besoins spécifiques.
handicap ou pas, type de handicap, n'importe lequel ou pas, on peut avoir des besoins spécifiques. Et c'est en répondant à cette question-là qu'on pourra lever beaucoup d'obstacles. Il y a évidemment toutes les problématiques d'accessibilité, hein, particulièrement pour les personnes sourdes et malentendantes. Il y a encore trop de dispositifs qui ne sont pas accessibles. Souvent, ces personnes-là aussi ne connaissent pas toutes les aides auxquelles elles pourraient faire appel. Elles ne connaissent pas forcément les applis ou mal les applis qui pourraient leur faciliter la vie. Tout à l'heure, la personne qui parlait de ses études l'a dit, quand j'ai découvert cette appli, ça m'a sauvé la vie. Bon, il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi on en parlait avec Pauline, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y a aussi beaucoup de jeunes, notamment, qui sont encore un peu couvés par leur famille, par leurs parents. La famille a peur entre guillemets, de le lâcher un peu dans la jungle. Et donc, ce problème-là aussi n'aide pas la personne à devenir actrice de son parcours, actrice de sa recherche. Il y a une forme encore, entre guillemets, d'assistanat qui fait que forcément, ça n'aide pas à construire son projet, à se projeter, à être force de proposition, etc. Donc, il y a beaucoup d'obstacles, et côté candidat et côté employeur, qui empêchent cette rencontre et qui est, du coup, on est dans un cercle vicieux permanent. Côté candidat, il y a aussi beaucoup ce qu'on voit, nous, sur Hello Handicap, d'autocensure. C'est-à-dire que beaucoup de personnes avec un handicap n'osent pas postuler à des offres qui pourtant correspondent à leur recherche, à leur profil, leur parcours, parce qu'ils se disent de toute façon, je ne peux pas candidater parce que l'entreprise ne peut pas intégrer quelqu'un comme moi, avec ce type de handicap, avec cette particularité physique, cette difficulté à communiquer, etc. Et donc, ça aussi, c'est aussi un frein, l'autocensure, mais finalement, c'est aussi le serpent qui se mord la queue, hein, c'est lié aux idées reçues, à beaucoup de choses. Et l'autre problématique encore, et ça, il faut le dire, c'est vrai qu'on ne le dit pas beaucoup, par peur de blesser, mais c'est évidemment pas du tout le but, c'est que nous aussi, sur Hello Handicap, ce qu'on voit encore, c'est que des candidats qui ne sont pas retenus, par exemple, après un entretien, se disent « Ouais, en fait, je n'ai pas été retenu parce que je suis handicapé. » Non, en fait. En fait, tu n'as peut-être pas été retenu parce qu'à l'entretien, tu n'as pas été bon, tu n'as pas préparé, tu n'as pas vraiment de projet professionnel, tu as pris l'appel en retard. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles… voilà. Et ça, on entend encore trop ça. Et ce côté un petit peu victimisant, il faut qu'on sorte de ça. Parce qu'on reste encore dans cette espèce de monde d'assistanat, de mondes qui sont séparés et qu'il faut qu'on arrête de séparer. Et c'est aussi ça qui empêche la rencontre. Alors heureusement, il y a quand même beaucoup de choses qui évoluent dans le bon sens. Sur Hello Handicap, tous les employeurs qui participent ont vraiment envie de recruter des travailleurs handicapés. Évidemment, derrière, il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Les managers qui ne sont pas encore assez sensibilisés et qui vont ne pas retenir une candidature à cause du handicap, donc c'est de la discrimination claire. Il y a aussi des process de recrutement qui ne sont pas pensés pour être inclusifs. Ça, c'est hyper important et nous, les employeurs, on les accompagne énormément sur ces questions-là. Le process de recrutement, c'est quand même le départ de beaucoup de choses. Dans le process de recrutement, on a quoi? On a déjà la rédaction de l'offre, la manière dont on va rédiger l'offre d'emploi. Dans 98% des cas, les offres sont rédigées, soit on ne comprend rien, soit on demande des tonnes de compétences toutes hyper essentielles, etc. On demande des expériences complètement hallucinantes. En fait, en gros, il faut avoir fait le tour du monde, il faut maîtriser tel techno, il faut aussi avoir déjà eu une expérience dans un lancement de fusée de la NASA. Enfin, c'est du délire. On lit les offres, c'est complètement aberrant. Et souvent, on se rend compte que ces offres sont rédigées directement par le manager qui recrute, en fait. Donc, ce manager n'a pas du tout le recul, ne sait pas comment un candidat va découvrir son offre. Et il y a encore énormément de progrès à faire pour qu'une offre d'emploi soit inclusive, qu'elle parle de l'environnement de travail, qu'elle parle des aménagements qui sont possibles pour rendre l'environnement de travail accessible. Et ça, ce sont des infos qui intéressent tout le monde, handicap ou pas. C'est la manière de rédiger l'offre. Déjà, à ce niveau-là, c'est fondamental. Et ça, malheureusement, c'est encore très, très anecdotique pour celles qui le font.
Ensuite, il y a la diffusion des offres. Où est-ce qu'on diffuse ces offres? Est-ce qu'on les diffuse uniquement sur l'APEC ou Pôle emploi ou des sites emploi généralistes ou sur LinkedIn? Ou est-ce qu'on va aussi aller diffuser ces offres sur des sites spécialisés? Alors, Hello Handicap, handicap.fr, mais plein d'autres aussi, auprès des associations, des Cap Emploi, de la GFIP, etc. Dans beaucoup de cas, c'est pas fait encore. Et ensuite, bah, évidemment, il y a au moment de la sélection des candidatures, comment on va lire le CV? Est-ce qu'on va être encore dans un souhait de clonage total, comme on est encore très habitué en France, à essayer de chercher le mouton à cinq pattes qui correspond à toutes les cases de la grille? Ou est-ce qu'on va ouvrir, entre guillemets, ces chakras, qu'on va imaginer plutôt le potentiel de la personne, sa motivation, plutôt que ce qu'elle a déjà fait? Donc ça, c'est toute la partie sélection. Ensuite, évidemment, il y a les entretiens. Comment on va convoquer les personnes à des entretiens? Est-ce qu'on va leur demander s'ils ont besoin d'aménagements spécifiques? Est-ce que on va préparer l'entretien pour que la personne soit le plus à l'aise possible, etc., etc. Et puis après, bah, évidemment, il y a l'intégration. Une fois que le recrutement est fait, il y a l'intégration dans les équipes. Est-ce que l'équipe est sensibilisée? Est-ce qu'on propose au candidat ou pas d'expliquer sa situation à ses futurs collègues et d'expliquer aussi, d'être force de proposition en disant, bah, voilà moi comment j'ai fait jusqu'à présent, voilà ce qui me permet de travailler dans des bonnes conditions, etc., etc. Enfin, c'est tout un cercle encore là, vertueux. Malheureusement, et même s'il y a eu beaucoup de progrès, on est encore loin d'être vraiment à la pointe sur ces sujets-là. Nous, on essaye de contribuer à notre niveau, hein, d'accompagner le plus possible d'employeurs, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il y a besoin toujours de cette émulation collective, qu'on travaille tous ensemble. On n'a aussi pas trop l'habitude en France de travailler ensemble. Il faut que tous les acteurs privés, publics, associatifs, institutionnels travaillent ensemble pour avancer. Chacun a une part de réponse, en fait. Et bien évidemment, côté candidat, de devenir acteur de son parcours, accepter sa situation, essayer de comprendre quelles sont ses forces, qu'est-ce qu'on peut apporter de par ses différences, savoir proposer des solutions aussi aux recruteurs, leur dire, bah voilà, on peut faire comme ci, comme ça. Voilà, donc c'est un travail main dans la main et puis faire en sorte que les mondes se rencontrent en fait. Merci Madame Cobel, merci beaucoup. Nous allons maintenant passer à la troisième partie, donc où on va parler de l'apprentissage. On va aussi parler donc des études supérieures pour les jeunes sourds et malentendants. Donc pour cette troisième partie, j'accueille Nathalie Mahinck, donc directrice générale de l'Urapeda Auvergne-Rhône-Alpes et responsable aussi d'une vice-présidente donc à la FISAF, qui est une fédération nationale pour l'inclusion des personnes sourdes et aveugles sur la transition études entrée dans l'emploi. Donc nous sommes complètement dans le sujet. Nathalie, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc bonjour. Alors effectivement, je vais essayer d'être la plus concise possible et surtout vous apporter un maximum d'informations concrètes. Alors tout d'abord, effectivement, donc je travaille dans un premier temps, je suis là avec la casquette directrice de l'Urapeda. Donc effectivement, nous sommes prestataires des appuis spécifiques. Donc merci à Monsieur Bruce d'en avoir fait l'introduction tout à l'heure. Donc effectivement, dans ces prestations d'appui spécifiques sont des prestations financées par la GFIP. Et dans ce cadre-là, nous intervenons en complémentarité. Monsieur Bruce a bien parlé d'expertise. Et c'est là que nous intervenons dans un travail d'identification des besoins et de mise en œuvre de nos préconisations. Donc, ça peut être des aides techniques, des aides humaines, des aménagements de situations de travail avec des préconisations concernant le poste de travail à partir des besoins et à partir des constats qui ont été faits par nos professionnels. Donc ça, effectivement, c'est une première casquette. On m'a demandé d'intervenir pour parler un peu plus de l'apprentissage. Alors en fait, mon propos, je voulais l'introduire par le fait que la France, depuis 2010, est signataire de la CIDPH, de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Et le fait d'être signataire l'engage pour faire de l'éducation, de l'accès à l'emploi et de la formation
une ligne politique à part entière. Donc, le principe, c'est la non-discrimination. L'objectif principal étant l'inclusion. Et les leviers sur lesquels on peut s'appuyer sont les aménagements, la sensibilisation et l'accompagnement. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, alors il y a des études supérieures, on en reparlera plus tard. Les études supérieures sont bien entendu des formations dites initiales dans le sens où il n'y a pas d'employeur et donc là, c'est la question des moyens qui se pose à ce moment-là. Et puis l'autre levier étant la formation professionnalisante avec effectivement un employeur et donc la formule apprentissage. Quand on parle d'apprentissage, donc on passe par un centre de formation pour apprentis, les CFA, les CFAS, les instituts de métiers et bien d'autres. Ça veut dire qu'il y a dans la boucle un employeur, qu'il y a un formateur ou plusieurs, bien entendu, et que quand on parle d'accès à l'emploi, à la formation professionnalisante pour une personne sourde, malentendante, l'apprentissage, c'est une forme d'aménagement en soi, puisque c'est la possibilité de lier la pratique et la théorie, ce qui, à mon sens, est déjà un levier intéressant quand on parle d'accéder à l'information et à la connaissance. Bien entendu, quand on parle d'apprentissage et d'accompagnement dans l'apprentissage, quand nous, on peut intervenir en tant qu'expert, c'est bien sur justement ces fameuses aides de la GFIP ou du FIP, FIPHFP, qu'on peut mobiliser ces prestations d'appui spécifiques. Et là, il y a possibilité d'intervenir avec de l'identification des besoins, de la sensibilisation, de l'accompagnement avec des préconisations d'aide humaine, d'aide technique, donc toutes les compensations que connaissent les personnes sourdes ou malentendantes. Voilà, moi quand on parle d'apprentissage, je pense que c'est un levier qui est vraiment intéressant et qui vraiment est source de réussite, en tout cas facteur de réussite, à partir du moment où il y a la possibilité de faire le lien entre la théorie et la pratique, chose que les études supérieures ne permettent pas toujours. Et puis, si on en revient au volet des aides, alors c'est certes une forme d'injustice, on peut le dire comme on veut, il y a encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'éducation nationale qui euh, peut mobiliser des aides techniques sous forme de fonds dédiés, voilà, pour pouvoir permettre quand même des aménagements techniques, mais certainement il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En termes d'aide humaine, c'est beaucoup plus compliqué. En tout cas, on le voit dès lors qu'il y a besoin d'interprètes, de codeurs, qui pourraient intervenir dans les études supérieures, c'est beaucoup plus compliqué. Avec l'apprentissage, le fait que nous soyons dans un parcours vers l'emploi, qu'il y ait cette sécurisation de par les prestations entre autres d'appui spécifique ou des aides spécifiques mises en place par la GFIP ou le FIP, ça permet de vraiment d'apporter ce socle, ce soutien. Donc les référents handicap dont Laurent Matilla a parlé en préambule, qui sont voilà, qui sont des postes clés qui ont été effectivement mis en place ces dernières années. Et donc, ça passe aussi par les référents handicap. Et puis, j'avais envie de réagir. Il y a tout à l'heure eu un témoignage, donc la personne qui est intervenue juste avant, Lucie Cobel, qui disait qu'en fait, il y a aussi cette transition, en fait, des fois, ce passage du jeune vers l'âge adulte qui est aussi peut-être à travailler parce que parfois, il y a voilà le besoin de lâcher un peu son jeune. L'apprentissage permet aussi eh bien, ce relais en douceur, si j'ai envie de dire. Il y a quand même tout un accompagnement, il y a tout quelque chose qui se met en place et qui est assez sécurisant pour un jeune qui finalement peut accéder à la formation professionnelle grâce à un accompagnement qui continue. Donc c'est pour ça que, pour terminer, j'ai envie de dire
pour qu'un apprentissage soit réussi, il y a les facteurs, il y a 3 facteurs qui, à mon avis, sont importants. Il y a l'anticipation. Donc l'anticipation, c'est-à-dire ça se prépare malgré tout. Euh, Tout à l'heure, la jeune femme qui témoignait disait, moi, je ne parle pas de mon handicap dans mes lettres de motivation ou je n'en parle pas avant parce que j'ai peur que ce soit discriminant. Parfois, il est bien aussi de pouvoir l'anticiper. Et si c'est bien anticipé, ça doit pouvoir être tout à fait dit et tout à fait accompagné. Donc, moi, pour ça, je parle de sensibilisation, d'anticipation, pardon, et de sensibilisation dans un deuxième temps, puisque au-delà de la formation, c'est surtout la sensibilisation dont ont besoin tous les acteurs. Et donc, à partir du moment où on a pu faire passer un maximum de conseils, de possibilités, des appuis qui sont assez simples à mettre en place, on peut tout à fait bien accompagner, et ça c'est mon troisième levier, accompagner les personnes dans la formation professionnelle et donc par le biais de l'apprentissage, puisque c'était mon propos aujourd'hui. Donc, je reste à vos dispositions si également vous avez des questions. Très bien, merci beaucoup Nathalie. Nous allons maintenant passer à la partie études supérieures et donc nous allons accueillir Monsieur Xavier Kernin, donc délégué handicap groupe Unilassal, administrateur de l'association 100% en dynamique. Oui, bonjour à vous. Voilà, donc je représente à la fois l'association 100% dynamique, et donc je vais dire un petit mot, et puis donc l'école d'ingénieurs et vétérinaires Unilassal, qui est basée sur 4 campus à Beauvais, Rennes, Rouen et Amiens. Donc concernant la formation, déjà concernant en dynamique, pardon, 100% dynamique. Donc, un petit mot, c'est la seule association nationale comment dire, d'étudiants et de jeunes en situation de handicap. Quand je dis jeunes, c'est voilà, ça va du fin de collège, début de lycée, quoi, fin de collège, lycée, jusqu'à l'insertion pro, c'est jusqu'à 35 ans. Donc c'est la seule association de cette trempe-là et qui est basée sur une dynamique de pair aidant. C'est-à-dire que le but, c'est vraiment que ce soit des jeunes en situation de handicap qui accompagnent d'autres jeunes en situation de handicap. Il y a des programmes de tutorat, de mentorat. Et il y a aussi plein d'actions de formation aussi pour les associations étudiantes des différents campus. Voilà, et d'autres actions comme l'aide à l'insertion professionnelle aussi avec des handicapés, etc. Voilà, donc beaucoup de programmes qui aident des jeunes justement tout au long de leur cursus de formation jusqu'à l'insertion professionnelle. Là aujourd'hui, j'interviens aussi donc pour un retour d'expérience, comment dire ça, oui, un retour d'expérience sur l'accompagnement des étudiants en situation de handicap, des étudiants sourds dans l'enseignement supérieur. Donc quand je parle de surdité, ça va être donc bien sûr de la surdité légère à de la surdité profonde, avec différents types d'aménagements qui vont compenser les degrés de surdité. Donc ça va aussi bien, on peut parler pour les étudiants qu'on est surdité légère, voilà, c'est juste souvent des questions de consignes données aux enseignants sur relatives voilà, au positionnement, à la transmission d'informations à l'écrit, le fait de parler bien en face de l'étudiant pour qu'il puisse bien comprendre ce qui est dit, etc., en s'aidant de la lecture labiale, etc. Et voilà, et des étudiants qui vont avoir par exemple une surdité sévère vont plutôt aussi avoir demandé de l'aide par des boucles magnétiques, alors que ce soit les boucles magnétiques individuelles ou les boucles magnétiques installées déjà dans les amphithéâtres. Et puis bien sûr aussi des étudiants qui peuvent demander de l'aide des moyens de compensation tels que de l'interprétariat en langue des signes pendant les cours et ou de l'utilisation d'applications telles que AVA. Et je parle bien donc c'est la solution de transcription à l'écrit. AVA, AVA, AVA. C'est pas de la pub, c'est juste que c'est la solution que j'utilise, qu'on utilise pour certains des étudiants d'Unilassal. Et je parle en particulier de AvaScript, c'est-à-dire qu'il y a le Ava qui est quasiment gratuit en démonstration, etc. Et bien sûr, celui que l'on doit utiliser pour l'enseignement supérieur, c'est le Ava avec le script derrière.
parce qu'on a quand même des termes scientifiques ou des cours avec des notions scientifiques qui nécessitent à ce que la transcription se fasse bien, et donc il y a la nécessité d'avoir un script qui fasse attention et qui corrige certains mots, et afin que l'étudiant puisse bien suivre les différentes dimensions de son cursus. À Unilassal, on a une volonté qui n'est pas qu'une volonté, c'est aussi une obligation. Donc, de rendre accessible l'intégralité des parcours de formation, mais également pour nous, ce qui est important, c'est l'accès à la formation globale. C'est-à-dire que oui, il y a les cours, il y a les examens, etc., pour lesquels il faut des adaptations, des aménagements, etc. Mais il est aussi nécessaire que les étudiants en situation de handicap, et donc les étudiants qui ont des surdité, puissent participer, à la vie sociale du campus, à la vie étudiante, qu'ils puissent suivre des sports, qu'ils puissent participer aux activités artistiques, etc., participer aux événements. Et donc, à Unilassal, on a fait le choix, on a demandé, il y a déjà quelques années, à ce que toutes nos associations étudiantes aient un référent handicap qui travaille sur l'accessibilité des événements qu'elles vont organiser. Et l'accessibilité, c'est aussi des temps de vie d'équipe. C'est-à-dire qu'il faut que tout étudiant en situation de handicap puisse être membre actif de ces associations, et donc que les aménagements qu'ils ont dans le cadre des cours soient aussi mis en place dans le cadre de la vie associative. Alors, je pense en particulier justement au système de transcription AVA, qui peut être utilisé aussi pendant les temps de vie de réunion que de vie associative, pardon. Il y a aussi l'utilisation des boucles magnétiques. Nous, dans nos campus, on a des boucles magnétiques dans les amphis, dans la plupart des amphis, etc. Mais justement, moi, je fournis en plus une boucle magnétique individuelle qui va pouvoir être utilisée dans le cadre de la vie étudiante, parce que les réunions des associations ne sont pas forcément dans les amphis ni dans les salles de cours, ça peut être dans d'autres petites salles, etc. Et donc, il est important aussi que ces temps soient bien rendus accessibles. On donne aussi, les référents handicap des associations sont aussi formés aux différents types d'aménagements et aussi aux consignes qui peuvent être données aux camarades de l'association pour, par exemple, bien parler en face, ne pas se couper la parole, donner le maximum d'informations à l'écrit, etc. Nous travaillons également sur l'accès à la mobilité internationale. Alors là, je prends même avec une triple casquette, avec aussi la conférence des grandes écoles, dont je suis responsable du plaidoyer handicap, et pour laquelle je pilote le sujet du plaidoyer sur la mobilité internationale des étudiants en situation de handicap, un plaidoyer qu'on porte depuis 6 ans avec les associations 100% Dynamique et Unir Transition. Et donc, il est important aussi que les étudiants sourds puissent participer ou puissent suivre ces formations, ces cursus à l'international. Non seulement c'est important, mais c'est obligatoire aussi. Aujourd'hui, dans la plupart des cursus, il est obligatoire d'avoir validé un certain nombre de semaines réalisées en mobilité internationale. Mais après, on va réfléchir aux modalités, aux objectifs de cette mobilité, pardon, et parce que il y a la question de l'acquisition d'une langue, mais il y a aussi la question, ce qui est demandé par la commission des titres d'ingénieur, par exemple, c'est qu'il y ait vraiment une expérience interculturelle. Donc, pour un étudiant qui est sourd, avec différents degrés de surdité, qui a du mal à suivre les conversations en anglais ou en espagnol, etc., on va lui proposer plutôt une mobilité dans un pays francophone, donc un autre pays que la France, mais un pays francophone où il va vivre une expérience de rencontre interculturelle. Et s'il est à l'aise avec l'anglais à l'écrit, par exemple, il pourra faire son rapport de mobilité en anglais. Voilà. Donc, il y a des adaptations, il y a des solutions qui peuvent être trouvées, qui sont, on va dire, certaines peuvent tomber vraiment sous la logique. Il y a aussi parfois besoin un peu de créativité de la part des équipes pédagogiques, mais vraiment ça se fait. Je vois, nous, à Unilassal, il y a eu différents étudiants qui avaient des surdité, soit
légères, légères, moyennes, sévères et profondes, qui ont réalisé leur parcours, qui ont réussi leur parcours et qui sont embauchés aussi rapidement que les autres étudiants. J'ai un exemple en tête d'une étudiante qui a été diplômée maintenant il y a quelques années, sortie de son diplôme, elle a tout de suite trouvé un boulot, et un CDI dans l'ingénierie de qualité. Mais en fait, elle était dans une entreprise qui ne l'intéressait pas trop parce qu'elle n'était pas assez dans l'usine agroalimentaire. Elle a une formation pardon, en transformation agroalimentaire donc plutôt dans la qualité en agroalimentaire. Et, euh, et je me souviens, voilà, au bout de 6 mois, au bout d'un an, je sais plus, elle me dit, ben voilà, j'ai démissionné parce que voilà, il n'y a pas assez de travail dans l'usine agroalimentaire, etc. Donc ça ne m'intéresse moins, je préfère aller ailleurs dans une autre boîte, etc. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je m'étais dit, voilà, avec une surdité profonde qui nécessite des adaptations comme de l'interprétariat en langue des signes pour les temps de réunion ou l'utilisation de plateformes de transcription à l'écrit, qui donc nécessite parfois des moyens de compensation importants, elle ose assez rapidement quitter un CDI pour trouver autre chose. Voilà, ça n'a pas été un frein. Je m'étais dit, elle aurait peut-être eu peur de changer de boulot au bout d'un an, alors que ça peut être toujours un peu risqué, etc. Mais en fait, non, elle a changé déjà plusieurs fois de boîte en l'espace de plusieurs années. Et donc, c'est parce qu'elle veut construire son projet professionnel comme elle l'entend. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et c'est là où on voit que les entreprises aussi sont à l'écoute des aménagements, des besoins et des carrières et regardent les carrières avant tout. Et alors, on va le dire aussi, c'est que voilà, elle a eu un bac+5. Et donc, c'est vrai que le niveau d'études permet de faciliter quand même l'insertion professionnelle. On voit les entreprises, la plupart du temps, embauche rarement en moins de bac+3. Bac+3, donc voilà, essentiellement bac+3, bac+5. Donc ça aide vraiment à l'insertion professionnelle. Au niveau de la mobilisation de moyens, alors ça peut être la problématique. Voilà, je vous ai expliqué ce que faisait Unilassal, mais il y a certaines écoles qui peuvent faire moins parce que c'est que l'interprétation en langue des signes peut coûter assez cher, c'est autour de 15 000 euros par année, etc. Cet argent, il faut aller le chercher. Donc voilà, que ce soit auprès d'entreprises partenaires, pour les universités, elles peuvent avoir des subventions donc par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour les écoles donc privées comme Unilassal, c'est plus compliqué, donc c'est pour ça qu'on passe par les entreprises partenaires. On a le ministère de l'Agriculture qui nous aide depuis quelques années, donc ça aide aussi au financement de ces interprétariats en langue des signes. Et depuis quelques jours, on a appris que les grandes écoles privées associatives, les ESPIG, EESPIG, allaient aussi pouvoir enfin bénéficier de subventions pour financer les aménagements pour les étudiants en situation de handicap, à hauteur d'1 million d'euros. Et donc ça, c'est important que vous le sachiez également parce que là, il s'est annoncé pour 2024 et donc si là je parle pour les jeunes qui veulent, qui se posent la question d'établissement futur, etc. pour poursuivre des formations, sachez que dans ces écoles-là, aussi donc dans le privé associatif, à partir de 2024, il y aura des subventions complémentaires qui vont faciliter donc le financement de ces aménagements et donc il faut vraiment ne pas penser que ça peut être un frein parce qu'il y a cette solution qui est en train d'arriver également, donc en plus des partenariats entreprises que peuvent avoir des grandes écoles, etc. Voilà, ça parce que forcément l'argent c'est un peu le nerf de la guerre aussi pour la mise en place des aménagements et donc voilà, comme je vous dis, ça se fait. Il faut juste, alors par contre un conseil, voilà, il faut anticiper, c'est-à-dire que n'hésitez pas à aller à la rencontre des établissements, que ce soit des grandes écoles, universités, BTS, etc., dans lesquels vous souhaiteriez peut-être suivre une formation, aller à la rencontre, voilà, aller les rencontrer dès les journées portes ouvertes, dès l'année de première. Faut pas forcément attendre la fin de l'année terminale pour aller les rencontrer, pour que les référents handicap de ces établissements puissent déjà anticiper et budgétiser
les subventions et les financements qui seront nécessaires pour ces aménagements. Même si au final, vous venez pas dans l'école que vous, dans leur établissement. Voilà, c'est pas grave. Mais il vaut mieux l'avoir budgétisé en trop que de ne pas l'avoir budgétisé. Et là, ça peut être compliqué. Donc vraiment anticiper, aller bien rencontrer les établissements en amont. Et puis, comme je vous dis, c'est même si finalement vous ne choisissez pas cet établissement, vous ne choisissez pas cet établissement. Voilà. Est-ce que je ne sais pas s'il faut que je développe sur certains autres points? Non, je vais être obligé de vous couper parce que du coup, il faut qu'on passe à la suite si on veut se laisser un petit peu de temps pour les questions-réponses. Merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications et tous ces conseils, Monsieur Kernin. Nous allons accueillir maintenant Monsieur Arnaud Porte, directeur du pôle pour le quotidien de la Fondation pour l'audition, qui va nous faire un focus sur le programme d'accompagnement des étudiants sourds ou malentendants, Arpège Fondation pour l'audition. Arnaud, je vous laisse la parole. Merci Laurent, merci au CNIS et merci à Pauline aussi de cette invitation. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites et qui sont très intéressantes. Donc on va essayer justement de compléter un petit peu les choses en vous proposant une description un petit peu du contexte. On va commencer par un contexte au-delà du programme qui est proposé par la Fondation et l'association Arpège. Les données de contexte sont importantes parce que effectivement, quand on a fait un peu un premier diagnostic, nous, au niveau des trajectoires de vie des personnes sourdes ou malentendantes, on a vraiment identifié les études supérieures comme un moment vraiment de période de fragilité, de rupture, un moment clé en fait qui est important à prendre en compte. Je vous dis ça parce qu'effectivement, peu d'étudiants, peu de jeunes en fait sourds ou malentendants en fait font des études supérieures. On sait par les données du ministère de l'enseignement supérieur qu'il y a à peu près 1 jeune sur 10 qui franchissent ce cap en fait entre le milieu scolaire et le milieu de l'enseignement supérieur, grande école, université. Donc ça, ce sont les données de 2022, 1 jeune sur 10 qui font uniquement ce grand saut, et sans compter ce qui a déjà été évoqué par Laurent tout à l'heure, notamment sur les données de chômage de ces jeunes sourds ou malentendants qui ont du mal à être vraiment insérés au niveau professionnel, puisqu'on peut aller sur des taux sur des facteurs multiplicateurs de 3 à 4 selon par rapport à la population générale. Voilà. Donc en fait, pourquoi il y a très peu d'étudiants, enfin de jeunes sourds ou malentendants qui font des études supérieures, puisque en fait il y a une vraie marche à franchir entre le passage du milieu scolaire qui est encore protégé, très encadré. Il y a encore évidemment des choses à améliorer. Et puis le quotidien de ce milieu d'enseignement supérieur, en fait, qui a très peu de visibilité en fait sur les dispositifs adaptés. Ça en reste encore très net. Sur l'accessibilité aussi, qui est nécessaire, qui est multiple selon les modes de communication. Ça, on a tendance un peu à le minimiser, mais c'est vrai que tous les jeunes sourds ou malentendants n'ont pas les mêmes besoins. Donc ça, c'est vraiment important, y compris sur les modalités de communication. Je rejoins les conclusions du rapport que Laurent aussi a pu donner tout à l'heure. Donc ça décourage un certain nombre de jeunes à pouvoir suivre des études supérieures. Et puis, il y a très peu d'accompagnement aussi dédié avec des interlocuteurs qui sont aujourd'hui dans le milieu des enseignements supérieurs, encore peu sensibilisés aux spécificités et aux besoins en fait de l'accompagnement du jeune sourd, aux besoins de l'étudiant. Je pense ici aux professeurs, où on a parlé évidemment des référents handicap qui sont avec une approche très généraliste dans leur voilà, donc c'est nécessaire de pouvoir peut-être aussi aller vers ces champs de professionnalisation et de manière plus spécifique sur ces questions d'accompagnement des étudiants sourds. Et puis je reviendrai aussi peut-être un petit peu plus tard aussi sur les projets d'établissement, parce que ça reste aussi un vrai levier que de pouvoir aussi faire que dans ces projets d'établissement, on ait une vraie politique du handicap qui intègre des besoins d'accessibilité, mais aussi des besoins d'accompagnement spécifiques pour les jeunes en situation de handicap auditif. Alors nous, évidemment, au niveau de la Fondation, on s'est posé la question de savoir comment on pouvait apporter aussi une plus-value. Certains acteurs agissaient déjà sur le sujet. L'idée, c'était de savoir comment on pouvait apporter un soutien qui pouvait être efficace, pérenne à ces étudiants, et puis comment on pouvait les aider à s'épanouir, à pouvoir les guider dans la construction d'un projet professionnel, dans leur projet d'études évidemment, mais dans leur projet professionnel jusqu'à l'emploi, parce que on a bien vu que c'est un fil à tirer. L'intervention de Lucie tout à l'heure a été très aussi révélatrice de toutes
de ce continuum en fait qu'il faut imbriquer. Voilà. Et donc au niveau de la fondation, on avait déjà lancé un premier programme d'accompagnement des étudiants sourds ou malentendants, avec des différentes parties, notamment des actions de mentorat. Donc vraiment instaurer un climat de confiance aussi entre l'étudiant et un mentor qui est déjà dans le milieu de l'entreprise et qui peut l'accompagner selon certaines modalités. Et puis aussi des ateliers qui étaient assez révélateurs de ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire le manque d'information des étudiants, notamment sur les solutions d'accessibilité. On parlait de la téléphonie, on parlait aussi, par exemple, des boucles à induction magnétique. En fait, toutes ces solutions-là n'étaient pas forcément connues par les étudiants. Donc, on partait effectivement d'assez loin. Et puis aussi sur les démarches administratives, c'est-à-dire le lien avec la MDPH, la reconnaissance du handicap. Là, il y avait énormément encore d'informations et d'informations qui leur manquaient. Voilà. Et puis d'autres types d'ateliers, mais voilà. On a très clairement montré par rapport à ce premier programme sur une trentaine d'étudiants, en fait, que puisqu'on a mené une évaluation et une mesure d'impact sur ce projet, qu'il y avait quand même une relation mentor-mentoré qui était fondamentale dans la construction et qu'il était nécessaire de pouvoir renforcer ce sujet-là. Qu'il y avait aussi 85% des étudiants qui souhaitaient poursuivre l'année d'après avec des besoins qui étaient prioritaires et très clairement exprimés. Déjà, la consolidation du projet d'études, parce que c'est vrai que en première année, c'est pas toujours évident en fait d'avoir, je dirais, les conditions complètes de son accessibilité et de l'accompagnement pour réussir son année et de se dire qu'on peut se projeter pour les années futures. Et puis après, il y avait aussi amorcer son réseau professionnel. Parce que ça, c'est aussi une grande interrogation des étudiants, de savoir comment, en fait, on peut être sur l'après, en fait, indépendamment de ses études. Et puis aussi, une chose qui nous était très clairement remontée, c'était comment renforcer la confiance en soi. Ça, c'était vraiment une grosse problématique. Donc voilà, donc ces trois composantes, la consolidation du projet d'études, l'amorce du réseau professionnel et la confiance en soi, renforcer la confiance en soi, était le socle un petit peu de ce qu'on avait voulu mettre en place et qu'il fallait renforcer. Alors face à cette analyse, effectivement, la Fondation a décidé de réorienter son approche en œuvrant en partenariat avec l'association Arpège. Jérémy Arnaud est parmi nous aussi aujourd'hui, représentant de l'association qui pourra répondre à vos questions. Donc Arpège, en fait, c'est un acteur associatif qui est engagé dans une politique en faveur des jeunes en situation de handicap. L'idée, en fait, c'était de pouvoir joindre les compétences de la Fondation plutôt sur les questions qui étaient liées aux matières d'audition, surdité, et puis l'expertise d'Arpège sur le champ du handicap et du mentorat, puisque en fait, c'est une association qui a été lauréate en 2021 de l'appel à projet gouvernemental Un jeune, un mentor. Alors très clairement, le programme, il se compose. Alors les objectifs du partenariat, puisqu'on a un accord cadre avec Arpège, c'est très clairement de favoriser la réussite académique des étudiants concernés, de favoriser leur insertion professionnelle à l'issue de leur étude. Ça va dans la continuité de ce que j'ai pu être amené à vous dire tout à l'heure, et puis les accompagner dans le développement de leurs compétences professionnelles et sociales. J'y reviendrai à la fin, ça c'est vraiment important aussi. Alors, les activités, entre guillemets, du programme, donc il y a évidemment le mentorat, je vais au risque de me répéter, mais c'est vrai que le jeune, dans ce cadre-là, il est mis en relation avec une personne en activité, et donc il y a des liens constants, réguliers entre cette personne en milieu professionnel et le jeune qui s'engage, en fait, ce mentor, à l'accompagner tout au long de son parcours, dans ses études et aussi dans l'entrée dans le monde professionnel. Donc ça, c'est vraiment une action qui est bien adaptée pour des jeunes qui souhaitent avoir un référent pour les accompagner dans leur cursus et aussi pour se projeter dans l'après. Et puis au-delà de ces actions de mentorat, je ne vais pas faire trop long, on pourra répondre aux questions, mais c'est vrai qu'il y a les actions d'aide à la recherche de stages, d'alternance, d'emploi. Ils peuvent bénéficier aussi d'ateliers de coaching, ça c'est important aussi parce qu'on parlait de confiance en soi, mais effectivement c'est une vraie interrogation que de savoir comment on peut, pour un jeune qui est atteint de surdité ou de malentendance, aider ces jeunes à réfléchir à la façon en fait d'aborder leurs troubles de l'audition dans le recrutement. Tout à l'heure, Lucille l'évoquait aussi, Monsieur Carnat aussi, Madame Minck également. Mais c'est vrai que c'est une vraie question, ça. C'est de savoir comment en fait on peut aborder, comment on peut assumer ça auprès d'éventuels recruteurs, et au-delà du fait qu'il faut d'abord l'assumer pour soi-même.
Et donc aussi, il y a des actions de découverte en milieu professionnel, puisque l'association Arpège a un réseau effectivement d'entreprises adhérentes qui permettent justement aux jeunes qui sont inscrits dans le programme de pouvoir bénéficier d'actions de découverte en milieu professionnel, ce qui est quand même une condition importante parce que se projeter, c'est bien, mais être dans cette immersion déjà, être dans une capacité à pouvoir se projeter, à rencontrer des professionnels au-delà de son mentor, dans des situations de vie réelle, c'est quand même assez appréciable. On va faire plus long sur la totalité, vous avez bien compris, mentorat, recherche de stage, alternance emploi, coaching et puis découverte du milieu professionnel. Moi, j'aimerais quand même, en lien aussi avec Arpège, faire une ouverture parce que on a parlé effectivement de la conférence nationale du handicap en 2023, en avril dernier, effectivement, et dans le cadre des conclusions qui ont pu être émises dans le cadre de cette conférence nationale, il est prévu un appel à projet qui sera lancé pour permettre à 5 établissements en fait de devenir des universités qui sont démonstratrices et exemplaires en matière d'accessibilité des enseignements. Alors c'est vrai que nous, au niveau de la fondation, on insiste beaucoup sur le fait que, en fait, le cahier des charges, il doit nécessairement prévoir que les établissements qui seront pilotes pour le futur modèle de demain ne soient pas qu'en termes d'accessibilité, mais que le soit en termes d'inclusion des étudiants sourds ou malentendants. La nuance est peut-être peu perceptible, mais elle est réelle parce que on a besoin d'indicateurs de suivi, d'évaluation sur ces modalités d'inclusion. Ce sont des indicateurs qui sont incontournables, qui permettent d'entrevoir ce que sera le modèle de demain partout en France. L'accessibilité, elle doit se penser pas qu'en termes d'adaptation, d'accessibilité en termes techniques, technologiques, elle doit se penser aussi en termes d'accompagnement des étudiants avec des actions complémentaires de type, alors évidemment, de renforcement du mentorat, ce qu'on a pu être amené à proposer, mais on n'est pas les seuls à le proposer, mais aussi de formation des référents handicap, ça c'est vraiment important. Je le disais tout à l'heure, en fait, c'est vrai que c'est une approche très généraliste, non spécifique de l'accessibilité et de l'accompagnement des jeunes sourds ou malentendants, et eux-mêmes se déclarent souvent démunis par rapport à ça. Et puis aussi des actions d'accompagnement, de formation des enseignants aux enjeux de l'accessibilité et l'intégration de cette approche inclusive aussi dans les projets d'établissement. Ça, c'est vraiment important de continuer là-dessus. Donc, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir peser, on va dire, sur le cahier des charges au niveau national sur ces conditions d'accessibilité et d'inclusion des étudiants sourds ou malentendants. Voilà. Et puis, ça permettra peut-être juste pour finir, tous ces éléments permettront peut-être de redonner confiance aussi à certains jeunes, de transmettre aussi certains codes d'un monde professionnel qui est aujourd'hui encore très méconnu pour ces jeunes sourds ou malentendants et permettre à chacun d'entre eux de pouvoir tracer sa voie. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci Arnaud. Peut-être dire aussi que vous allez organiser des temps d'information à destination des étudiants. Je crois que vous en avez un demain. Tout à fait, Vous oui. en avez un autre le 10 octobre. On m'avait demandé de bien le rappeler si vous l'aviez pas dit. Je vous propose de le mettre dans le chat peut-être, Oui, de donner ça et puis de renvoyer à votre site. oui, ce sont des webinaires d'information en lien avec l'association Arpège, effectivement, qui sont à destination des étudiants. Voilà, c'est vrai qu'on ne peut pas accueillir, voilà, puisque là, on rentre complètement dans le programme. Et s'il y a des étudiants auxquels vous pensez ou qui sont présents aujourd'hui, voilà, on peut évidemment faire ce lien-là auprès des personnes. Vous voulez donc que je le mette directement dans le chat, hein, c'est ça? D'accord. Ouais, ce serait bien. Ouais, Oui. super, merci. Nous avions prévu une quatrième partie. Ce que je vous propose, c'est qu'on prenne quelques questions et qu'on ne fasse pas cette quatrième partie sur la RQTH et dire son handicap. De toute façon, on vous donnera un support écrit. Donc, vous aurez le support vidéo qui sera accessible et on enverra à tout le monde le support écrit. Oui? Ah oui, mais... Donc, du coup, sur dire son handicap, mais en 2 minutes, je laisse la parole à Madame Cobel, pardon. Oui, je vais essayer d'être très très rapide. C'est un sujet qui est important, quel que soit le type de handicap. Dire son handicap, c'est souvent la question, est-ce que j'indique ma situation de handicap sur mon CV? Moi, j'aurais envie de dire oui, pourquoi pas, il faut le faire. Alors, pas comme dans le titre du CV,
Vous n'allez pas être recruté parce que vous avez un handicap, mais comme un état de fait. C'est-à-dire, j'ai le permis et j'ai une RQTH avec besoin de tel aménagement. Ça montre aussi qu'on est acteur, qu'on est force de proposition, qu'on est dans l'acceptation et qu'on est capable de parler de sa situation et des besoins qu'on peut avoir ou pas. Voilà. Et je trouve que c'est plutôt rassurant pour les employeurs, au contraire. Et puis de toute façon, si vous n'êtes pas retenu parce que vous avez marqué RQTH sur votre CV, c'est qu'il ne fallait pas aller dans cette entreprise, tout simplement. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recrutent, qui recherchent des talents, qui sont ouverts à tous les profils. Donc, celles qui ne le sont pas, bah, autant les éviter, quoi. Donc, voilà, c'était mon petit mot là-dessus. Merci beaucoup. Alors, très, très rapide, impeccable. Donc, ça va nous laisser le temps de répondre à 3 questions. Après, il y a d'autres questions. On y répondra sur le document écrit qu'on vous enverra. J'en prends une pour Nathalie. Est-ce que l'Ourapeda peut intervenir en ESAT? Pardon. Alors très rapidement, si on parle des prestations d'appui spécifiques, parce que c'est vrai, j'ai beaucoup parlé de ça, donc c'est là-dessus qu'on intervient principalement. On peut intervenir en ESAT, pas pour les bénéficiaires d'ESAT qui ont un statut de bénéficiaire du médico-social. On peut intervenir en ESAT pour un salarié d'ESAT, donc une personne qui serait embauchée par l'employeur ESAT et qui, elle, aurait un contrat de travail. Donc, on peut intervenir dans le cadre des prestations d'appui spécifiques que pour une personne qui a un contrat de travail ou qui est dans un parcours vers l'emploi. Donc, c'est bien le statut de la personne qui justifie l'intervention. Pour un bénéficiaire d'ESAT, ce sont les accompagnements du médico-social. Et quel type d'accompagnement peuvent être proposés? Pour les prestations d'appui spécifiques? Oui, dans le cadre de l'ESAT. Alors, à partir du moment où on intervient, quelle que soit la situation de la personne, si elle est salariée ou dans un parcours vers l'emploi ou dans la formation professionnelle ou en apprentissage, nos actions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire qu'on va passer par une phase d'identification des besoins. Donc, on aura eu une demande d'un prescripteur, donc qui aura été Cap Emploi, Pôle Emploi, mission locale, ça peut être de façon assez exceptionnelle un centre de formation. Donc, à partir de là, on va faire l'identification des besoins, donc c'est-à-dire rencontrer la personne bénéficiaire, rencontrer son cadre, son environnement, l'employeur, le formateur, voir son poste de travail, et puis voir où sont ses difficultés pour pouvoir essayer d'apporter une compensation. Donc une aide qui soit la plus concrète possible en termes de. Alors ça peut passer par des aides techniques. On a parlé des solutions. Il y a la solution AVA dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a plein de solutions qui sont effectivement. Ça peut passer par là. Donc c'est aussi une information qu'on donne parfois aux bénéficiaires eux-mêmes qui n'ont pas forcément la connaissance de ces aides-là. Donc, on va parler de ces aides techniques. Si c'est un besoin d'interprétation en langue des signes ou bien de codage pour de la langue française parlée complétée, là, on va plutôt faire appel à des interprètes en langue des signes ou des codeurs. À partir de là, c'est tout un plan de compensation en fait qui se met en place. Donc, très souvent, il y a une partie sensibilisation du collectif de travail ou de formation, puisque la sensibilisation, ça passe aussi par là. Quand je parlais tout à l'heure pour bien accompagner, il faut avant tout bien pouvoir parler de tout ça et tous ensemble. Donc, à partir de cette sensibilisation, on va informer et pouvoir aussi adapter déjà les moyens de compensation, puisque dans nos sensibilisations, les bénéficiaires sont toujours présents et peuvent s'exprimer et on part bien de leurs besoins. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Très bien, merci Nathalie. Une deuxième question. En parlant de diplôme d'ingénieur, où en est-on avec le TOEIC? Est-ce que leur partie audio est accessible ou est-ce toujours difficile? Qui peut répondre? Alors, je vais prendre la parole. Pour les écoles d'ingénieurs, il faut savoir que les diplômes d'ingénieurs sont régis par la CTI, la Commission des titres d'ingénieur, qui a fait des énormes avancées sur l'accessibilité de la demande du niveau d'anglais. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrête déjà de raisonner par TOEIC. La CTI ne demande pas le TOEIC. Elle demande deux compétences évaluées au niveau B2
en anglais. Et en fait, ce qu'elle a déjà proposé dans un premier temps, suite à un travail avec la conférence des grandes écoles, c'est que ces compétences soient dissociées de de plusieurs tests différents. C'est-à-dire qu'on peut très bien passer la lecture-compréhension et voir, au lieu de passer l'écoute de compréhension, on peut passer l'expression écrite, etc. Et en plus, il peut aussi y avoir, quoi, elle a bien dit, elle a redit récemment, il y a quelques mois, que le niveau d'anglais ne doit pas être un frein à la diplomation en raison d'une situation de handicap qui implique un empêchement réel de l'acquisition de l'anglais, etc. Donc, il y a eu des avancées et là-dessus, et puis bah, avant tout, il faut vraiment sortir de la logique de TOEIC. Le TOEIC n'est pas demandé. En fait, il y a des écoles qui parlent directement de TOEIC, mais non. Ce qui est demandé par la CTI, c'est un niveau B2 évalué par un test officiel. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de tests différents. On peut être évalué sur deux autres compétences que la lecture-compréhension et l'écoute-compréhension. Ça peut être l'expression écrite, ça peut être aussi enfin, j'ai oublié le nom, mais l'interaction, etc. Donc, voilà, il y a d'autres modèles. Pour des personnes sourdes, par exemple, on peut très bien évaluer sur la lecture-compréhension et sur la rédaction en anglais. Voilà. Donc, voilà, rassurez-vous là-dessus, ça a vraiment beaucoup évolué. En tout cas, là, je parle pour les écoles d'ingénieurs. Très bien, merci. Dernière question. Sur les formations via l'alternance, existe-t-il des dispositifs ou des professionnels dédiés pour aider à trouver des contrats en entreprise, notamment niveau CAP? Qui veut essayer de répondre à cette question? Nathalie? Alors, alors pour trouver, alors du coup, je veux bien répondre à la question parce que je ne pensais pas y répondre particulièrement. Tu veux que je te la reformule? Oui. Donc, sur les formations via l'alternance, existe-t-il des dispositifs ou des professionnels dédiés pour aider à trouver des contrats en entreprise, notamment niveau CAP? Ben, à partir de, alors là, moi, j'ai envie de renvoyer sur les conseillers à l'emploi, les conseillers à l'accompagnement, donc le rôle des Cap emploi, des pôles emploi, des missions locales qui ont ce rôle d'accompagnement vers l'emploi et donc qui doivent pouvoir trouver, donc là je vois que Monsieur Bruce réagit, à partir du moment où il y a voilà, un conseiller à l'emploi, normalement ça fait partie des attributions. Donc, oui, je veux bien compléter la réponse. Nous, on a pour objectif l'accès à l'emploi et l'élaboration d'un projet professionnel. Typiquement, sur de l'alternance, quel niveau que ce soit, CAP, BEP, Bac Pro, etc., et au-delà, on est sur la conjugaison des deux. Et effectivement, lorsqu'on va rechercher un contrat en alternance, le contrat en alternance, c'est un contrat de travail. Donc, ça fait typiquement partie de notre mission que d'accompagner ces recherches. Et j'ai envie de dire, ça s'est bien développé. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais ça s'est quand même pas mal développé. Et voilà, sur votre département, vous contactez le Cap Emploi et on peut accompagner cette recherche comme toute recherche d'emploi. Il y a souvent aussi on a parlé du FIPHFP tout à l'heure, le pendant de la GFIP pour le secteur public. Il y a notamment pas mal de contrats d'apprentissage aujourd'hui dans la fonction publique où on recherche des personnes en situation de handicap, quel qu'il soit, sur de la cuisine collective, sur l'entretien d'espaces verts, voilà, je parle de niveau CAP et après d'autres compétences peut-être beaucoup plus en rapport avec les formations supérieures dont on a pu parler avant. Mais ça fait partie de notre offre de service. Très bien, merci beaucoup. Je voulais remercier tous les intervenants, tous les participants, nos interprètes, nos codeuses. Et puis, nous, dès que tout sera disponible, nous pourrons vous envoyer le lien pour que vous puissiez revisionner le webinaire et vous aurez aussi un écrit qui reprendra tout ce que l'on a dit, les différents sites, les différents types d'applications. Il y avait des questions sur les applications gratuites. Nous vous enverrons toutes les informations dont nous vous disposons. Merci beaucoup à toutes et à tous et puis à bientôt. Nous ferons d'autres webinaires sur d'autres thèmes. Notre prochain webinaire sera sur l'accès aux soins pour les personnes sourdes et malentendantes. Et puis après, nous en referons d'autres. Nous avons un cycle
de 6 webinaires en tout qui se feront sur 2023 et sur début 2024. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci Laurent. Au revoir. Merci.